Alors, bienvenue dans cette sixième partie où on va se consacrer à notre joueur. On va terminer notre objet player. Donc, on avait commencé à faire ça dans les toutes premières vidéos. Donc là, il se passe pas grand-chose. Donc, tout reste à faire et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc, notre joueur, il va avoir besoin d'éléments graphiques. Notamment des petites images comme ça, ce qu'on appelle sprite sheet, qui représentent les différents types d'animations. Là, c'est une animation composée de 4 images euh, pour le joueur lorsqu'il va se déplacer sur la gauche. Donc, on aura pour chaque état du joueur, on aura une série d'images comme ceci. Voilà. Ces différentes images correspondent aux différents états du joueur. Il va falloir les importer dans notre objet. Pour ça, je vais créer une variable qui va s'appeler SPR pour Sprite Player. Et cette variable, c'est en fait un tableau qui va contenir tous les éléments graphiques de notre joueur. Alors je pourrais créer une variable par état, par exemple une variable idle, une variable left, right, up, down, etc., jump, mais finalement ça fait un paquet de variables à utiliser, surtout qu'en plus il faudra utiliser le mot self à chaque fois dans notre objet. Donc ce sera long à écrire, trop verbeux. L'idée c'est de créer un tableau dans lequel on aura tous nos éléments graphiques et ce tableau sera enregistré, assigné à cette variable SPR Player. Donc notre variable SPR Player, on va l'utiliser dans la fonction load puisque on va récupérer les éléments graphiques du joueur à l'initialisation de l'objet joueur. Donc là, j'ai pas assigné de valeur à SPR Player. J'aurais pu écrire comme ça, hein, voilà, puisque c'est une table, donc je peux l'initialiser comme ça avec une table vide. Ok. Bon, mais c'est pas nécessaire. On peut le laisser comme ça marche très bien. Donc du coup, ici dans la fonction load, je vais écrire SPR player et je vais créer ma table. Et dans cette table, je vais mettre tous mes éléments graphiques. Donc là, si j'écris ça comme ça, SPR player, ce sera assimilé à une variable globale. Comme c'est une variable qui appartient à l'objet lui-même, on va utiliser le mot self pour bien déclarer que c'est une variable qui appartient à l'objet et qu'elle n'est pas globale. Donc ensuite, je vais pouvoir compléter ma table. Petite précision, la table que je suis en train de faire, c'est une table qui est indexée sous la forme clé-valeur. Contrairement aux tables simples où on remplit des valeurs et chaque valeur est un certain index, un index numérique en Lua qui est de 1 à n. Là, ce n'est pas de 1 à n, mais je vais utiliser le système de clé-valeur et pour ça, je vais vous montrer comment on fait. Entre crochets, je vais utiliser par exemple la clé idle. Voilà. Et ensuite, je vais dire associé à cette clé idle, je vais associer la valeur, celle-ci, donc love.graphics. On va utiliser new image, donc c'est là. Voilà, new image. Et ensuite, on va donner, comme d'habitude, on l'avait vu pour le background, on va donner le chemin d'accès de l'élément graphique, donc assets, et je vais utiliser l'élément graphique idle, je crois que c'est strip. Alors je mets strip 4, ça c'est parce que je fais ça sur GameMaker, ça me permet de savoir tout de suite que ce fichier là il possède 4 images. Voilà, et c'est un point PNG. Voilà comment j'organise un petit peu le nommage de mes fichiers. Ça permet d'un coup d'œil de savoir, ah bah lui il y a 4 images dans cette animation. Voilà, donc là j'ai déjà dans mon tableau, j'ai déjà la première clé et la première valeur, donc l'élément graphique correspondant à l'état du joueur idle. Donc on continue pour les états suivants du joueur. Donc j'ai en tout 5 états. Donc là je vais faire un copier-coller, donc je vais en rajouter 4. Voilà, comme ceci, voilà. Et là il suffit de changer, donc on va mettre par exemple ici ce sera pour cet index là, ce sera la clé left, et ici
je vais utiliser le fichier image left. Il y a toujours 4 images dans tous mes dessins, toutes mes animations. Donc on va faire right. Ici on va changer, on va chercher l'image right. Ici on aura up. Ça sera up idle, ouais c'est bien ça. Et enfin ici j'aurai down et ce sera l'image, on vérifie à gauche, ouais, down. Pareil, down strip 4. Voilà. Donc là, on a dans la variable SPR player, on a associé l'ensemble des éléments graphiques dont on va avoir besoin et éléments graphiques auxquels on va faire appel en fonction du déplacement du joueur. Voilà. Alors maintenant qu'on a chargé en mémoire nos images, il va falloir qu'on crée une fonction qui va nous permettre donc de découper nos images en petites imagettes, en sous-images, et lors de l'animation de notre personnage, on va afficher au cours du temps ces différentes imagettes. Alors avant de coder notre fonction qu'on appellera New Animation, on va parler de sprite-sheet. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de sprite sheets. Il y a des sprite sheets à une dimension, comme ceci. Vous voyez que notre image ou notre texture est composée de 4 sous-imagettes qui correspondent à un état de notre joueur. Donc ça, c'est un sprite sheet à une dimension. Il y a aussi les sprite sheets à une dimension, mais verticaux, comme ceci. Et puis, il y a les sprite sheets à 2 dimensions, où voilà, vous avez à la fois des sous-imagettes alignées horizontalement et verticalement. Alors, que fait notre fonction? Tout simplement, elle va venir extraire une de ces sous-images. Donc il faut savoir que chacune de ces sous-images, elle a une hauteur, une largeur et une origine relative, c'est-à-dire une origine par rapport à l'origine de la texture. Chacune de ces sous-images va être placée dans une table et puis lors de l'animation, il suffira simplement de lire cette table et d'afficher successivement en fonction du temps les différentes imagettes. Donc voilà ce que va faire notre fonction et on va la coder tout de suite. Alors, pour écrire notre fonction, on va aller dans le fichier fonction et à la suite des fonctions déjà écrites, on va écrire function, new animation, c'est comme ça qu'on va la nommer. Et cette fonction va prendre 3 paramètres. Le premier, c'est l'image source, notre texture, c'est-à-dire le sprite sheet. Le deuxième paramètre, ça va être la largeur de notre imagette et enfin la hauteur de notre imagette. Alors je vous montre. Voilà, je vais vous montrer ici. Vous voyez, on a ici notre texture avec toutes nos imagettes et on va aller extraire ce petit carré en rouge ici. Donc il y a une certaine hauteur et une certaine largeur. C'est ça qu'on va aller extraire. Donc voilà notre fonction avec ces 3 paramètres. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va créer nos petites variables locales qui vont récupérer les valeurs passées en paramètres. Donc on va créer une variable qui s'appelle image qui récupère ce qu'il y a dans underscore image. On va faire de même pour w, underscore w, et pareil pour h qui récupère la valeur passée dans underscore h. Enfin, il va nous falloir une table qu'on va appeler quads. C'est un terme que vous retrouverez dans la documentation Love2D. Donc quads, c'est une table qui va récupérer l'ensemble des imagettes. Enfin, on a besoin de connaître la taille de l'image, de la texture source. Pour ça, on va créer encore 2 variables SW pour source W, pour source largeur, source hauteur. Et pour ça, on va lui assigner les valeurs donc qui sont données par une méthode passée sur l'objet image. Donc image, on lui passe une méthode qui s'appelle getDimension. Voilà, comme ceci. Et ça va nous donner les dimensions de la texture source. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va écrire? Il va nous falloir une double boucle for
qui va nous permettre de passer en revue toute notre texture en 2 dimensions. Vous voyez qu'ici, là, j'ai une texture en 2 dimensions, donc je suis obligé d'utiliser une double boucle for. Moi, personnellement, j'utilise une texture à une seule dimension avec les imagettes qui sont sur l'horizontale. Donc j'aurais pu me contenter d'une simple boucle for. Le problème, c'est qu'autant écrire quelque chose qui soit compatible avec tout. Donc on va écrire une double boucle for pour les textures en 2D. Ça ne change rien, même si votre texture est à une dimension. Donc pour ça, on va écrire. Alors j'ai déjà écrit la double boucle for pour aller un petit peu plus vite. Donc vous voyez que on commence par Y, on part de 0 et on va faire le découpage sur toute la hauteur de notre texture. Alors pourquoi SH moins H, c'est-à-dire la hauteur totale de la texture moins la hauteur de l'imagette? Je vous montre tout simplement, c'est que là, on va s'arrêter ici. Vous voyez, verticalement, ma dernière imagette, elle est là. Et donc je vais l'encadrer ici. Et la coordonnée de cette dernière imagette, elle est ici, en haut à gauche. Donc on va s'arrêter là. Donc c'est pour ça qu'on fait la hauteur totale moins la hauteur d'une imagette. Ok? Donc ça c'est simple à comprendre. Et ensuite on va travailler, on va découper par palier de H, c'est-à-dire on va faire des sauts de 16 pixels dans mon cas. Pourquoi? Parce que notre boucle for, elle va découper tous les 16 pixels en fait. Donc voilà pourquoi on fait des paliers qui correspondent à la hauteur H de notre imagette. On fait la même chose pour sur X, c'est exactement pareil. Et ensuite, on n'a plus qu'à écrire à l'intérieur ce qu'on veut faire avec cette double boucle. Donc maintenant, on va écrire la ligne la plus importante de cette double boucle for. On va écrire quads, c'est-à-dire notre table. Entre crochets, on va dire que dans la table quads à l'indice, donc à l'indice, vous allez voir comment on fait, on écrit dièse quads, ça veut dire l'ensemble des éléments de la table. Au début, il y en a 0, plus 1, puisqu'on va incrémenter à chaque fois qu'on va rajouter une imagette. Donc c'est au tout début, on a 0 plus 1, ça fait 1, donc ça nous donnera l'indice 1. Et bien à cet endroit-là de notre table, tu vas simplement utiliser la méthode suivante, la fonction suivante qui s'appelle love.graphics.newQuads. On va créer une nouvelle imagette, newQuads. Voilà. Et là, on va passer en paramètres, donc notre X, notre Y, notre largeur d'imagette, notre hauteur d'imagette, la largeur de la texture et enfin la hauteur de la texture. Voilà. Et cette ligne-là va nous permettre de peupler notre tableau quads avec toutes les imagettes et leurs coordonnées respectives au sein de la texture image. Donc voilà, donc là on a terminé notre fonction new image et donc maintenant on va pouvoir poursuivre et je vais vous montrer ce qu'on va faire avec ça. Mais avant de continuer, j'ai oublié un petit quelque chose. La fonction new animation, c'est une fonction qui va nous retourner quelque chose. C'est une fonction qui va nous retourner une table. Si je n'écris pas return quads, ça ne fonctionnera pas. Ma fonction, elle fera le travail, mais elle ne retournera rien du tout. Donc voilà, il ne faut pas oublier ça à la fin. Voilà, c'était un petit oubli. Maintenant que notre fonction new animation a été créée, je vais pouvoir aller dans mes objets, dans l'objet player et dans la fonction load de l'objet player. Après avoir créé ma table avec tous mes sprite sheets, je vais pouvoir utiliser ces sprite sheets pour créer les animations. Donc je vais écrire ceci, je vais écrire self. Donc on va définir une variable qui s'appelle anim underscore idle. Comme ça on sait exactement ce qu'elle fait. À cette variable, on va lui assigner la valeur retour de la fonction new animation qui prend en paramètre donc mon sprite sheet. Donc quel sprite sheet? Ce sera le sprite sheet idle. Donc il se situe donc dans la table SPR player. Donc je vais écrire SPR player. OK.
Et SPRPlayer, ce sera, alors j'ai oublié self, puisque c'est l'objet lui-même, voilà, c'est pas une variable globale. SPRPlayer, donc à l'index idle, voilà, comme ceci. Ensuite, je passe en paramètre la largeur de mon imagette et la hauteur de mon imagette. Voilà. Donc là, j'ai déjà créé ma variable qui contient le tableau avec toutes les images qui ont été découpées. Vous voyez que la variable animeIdle, je ne l'ai pas déclarée en haut là, avec x, y, SPRPlayer. C'est pas obligatoire. Parce qu'on peut initialiser dans la fonction load, il n'y a pas de problème. Par contre, il ne faut pas oublier d'utiliser self pour faire référence à l'objet player lui-même. Ok, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 animations à gérer. Donc je vais faire des copier-coller. 3, 4, 5. La deuxième, on va l'appeler left. La troisième, on va l'appeler right. Toujours utiliser des noms qui veulent dire quelque chose. Down. Et la dernière, ce sera up. Ok. Et ici, donc, dans les sprite sheets, forcément, j'aurai le sprite sheet pour le player qui est left, right, on aura down pour celui-là, et up pour le dernier. Voilà, très bien. Donc là, j'ai créé, donc, j'ai initialisé dans la fonction load de mon objet player toutes les variables dont j'ai besoin pour le moment. Parfait. Ok, donc maintenant on va s'intéresser à ce qui se passe dans la fonction UPD update de mon objet player. Parce que au cours du temps, il va falloir rafraîchir certaines données, comme par exemple la position du joueur, etc. Donc on va commencer par créer une variable locale qui devra être réinitialisée à chaque step, qu'on va appeler dx et dy. Ok. Et on va les initialiser à 0, 0. Ces deux variables, elles vont prendre comme valeur 1 ou moins 1. Ça va nous permettre de définir le sens de déplacement de notre joueur en fonction des touches du clavier qui sont pressées. Ensuite, on va avoir une autre variable qu'on va devoir remettre à 0 à chaque fois, c'est l'état du joueur. Donc à chaque frame, il faudra remettre à 0 la variable qui s'appelle self, qu'on a définie plus haut, state, donc l'état du joueur, et on la remet à 0, voilà, à chaque frame. Alors, de quoi allons-nous encore avoir besoin? On va avoir besoin d'un timer. Alors, pourquoi un timer? Parce qu'on va devoir gérer le temps au niveau de l'affichage de deux imagettes pour l'animation de notre joueur. Donc ce temps, on va pouvoir le faire varier. En réduisant ce temps, on va accélérer l'animation et au contraire, en augmentant le temps, on va ralentir l'animation. Donc on va voir comment créer ce timer. Alors pour pouvoir créer mon timer, j'ai besoin de deux variables que j'ai inscrites ici, n et t. Alors vous allez voir comment je procède. Je vais écrire self.n égale self.n plus quelque chose. Ce qui veut dire qu'au cours du temps, je vais incrémenter ma variable n. Je vais l'incrémenter de delta time. Donc je vais écrire 1 fois delta time. Je rappelle que delta time, c'est l'intervalle de temps, c'est-à-dire la durée entre deux frames. Donc là, à chaque frame, j'incrémente n de delta time. Sauf que ça, c'est pas idéal pour moi. Moi, j'ai besoin d'avoir un timer en secondes, c'est-à-dire en tout cas avec des valeurs entières. Pour ça, je vais utiliser maintenant une variable t. Et je vais écrire self.t. Self.t, ce sera égal à, je vais utiliser un mathfloor. Donc mathfloor, ça veut dire, je vais rechercher l'arrondi par l'inférieur, mathfloor de ma variable n. Self n. Ce qui fait que ma variable t, je suis sûr que ce sera une variable qui va être incrémentée au cours du temps, mais qui sera toujours entière. Voilà. Et donc, en l'occurrence, ici, j'aurai des secondes.
Alors ce qu'il faut voir ici, c'est que j'ai des variables qui sont incrémentées en continu au cours du temps. Et ça peut être dangereux puisque une variable, elle a, on va dire, une taille limitée, hein. On ne peut pas stocker un nombre qui soit plus grand qu'une certaine valeur. Quand on arrive au-delà, on crée un dépassement de mémoire et puis ça peut faire planter le programme. Alors ici, en Lua, une variable, elle peut prendre des valeurs qui sont très très grandes, ce qui veut dire un très très grand nombre de secondes, ce qui veut dire de très très nombreuses heures de jeu, donc on ne prend pas beaucoup de risques. Mais pour habitude, il vaut mieux borner ces variables lorsqu'elles sont incrémentées. Donc pour pouvoir borner, ici je vais utiliser un modulo 30 par exemple, ce qui veut dire que ma variable t, elle va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 29. Arrivée à 29, elle va retomber à 0 et ainsi de suite. Donc en utilisant le modulo, c'est très pratique parce que vous pouvez borner votre variable. Et puis ici, on pourrait écrire aussi, parce qu'il faudrait borner la variable n, on pourrait écrire une petite condition, si self.n est strictement supérieur à 30, on va prendre la même valeur que le modulo pour les caler ensemble, alors on va dire n égale 0. Alors c'est pas n égale 0, c'est self n égale 0 et je ferme ma condition. Voilà. Donc là j'ai créé mon timer et normalement il fonctionne. Alors quand je vois ça, je me dis bon, j'ai mon timer, mais est-ce que je peux pas faire mieux? Parce que en fait ce timer, je vais l'utiliser pour toutes les animations de tous mes objets qui nécessitent une animation. Donc pour éviter la redondance du code, ce serait sympa de pouvoir créer une fonction qui soit réutilisable par d'autres objets pour pas avoir à réécrire ça dans tous mes objets. Parce que j'ai une centaine d'objets, je vais avoir une centaine de fois ces trois lignes de code là. Alors c'est pas grand chose certes, mais enfin ça fait 300 lignes. Alors comment faire pour pouvoir changer ça? C'est simple, on va aller dans fonction et à la suite des fonctions qu'on a déjà écrites, on va créer notre fonction timer. Je vais écrire function timer. Pour l'instant on ne lui met pas de paramètres, on verra plus tard qu'on en mettra. Et je ferme ma fonction. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher dans objet, je vais aller chercher ceci. Oui. Je vais faire un CTRL X. Timer, je vais le virer. Et je retourne en fonction et je vais écrire tout ça. Bon. Alors là, il y a déjà un petit problème qui se pose, c'est que self, on doit l'enlever puisqu'on n'est plus dans un objet, on est dans une fonction. Donc j'enlève self partout. Ça réduit un peu le nombre de caractères. Voilà. Donc là, on va dire, j'ai ma fonction timer qui serait presque prête. Sauf que là, mes variables n, je ne sais pas trop d'où elles viennent. Tout à l'heure, c'était des variables dites locales qui étaient dans l'objet, qui appartenaient à l'objet player. Donc là, il faudrait que je fasse ceci, local, par exemple, n, et que je l'initialise à quelque chose comme 0, et puis local t, initialisé à quelque chose comme 0, comme j'avais fait dans l'objet player. Le problème en faisant ceci, c'est que chaque fois que je vais appeler ma fonction timer, je vais réinitialiser mes variables à 0 et donc mon timer il restera toujours à 0, il ne va pas avancer en quelque sorte. Donc dans d'autres langages comme par exemple le C, on pourrait utiliser le mot-clé qui s'appelle statique. Le mot-clé statique, ça permet dans une fonction d'éviter justement cette réinitialisation, ce qui permet par exemple à une fonction, quel que soit le nombre d'appels de la fonction, de pouvoir incrémenter une valeur, la valeur d'une variable dans la fonction. Bon, ça en Lua ça n'existe pas, donc on ne pourra pas déclarer n et t dans le corps de la fonction. Okay, et pour ça il va falloir aller les déclarer ici en tant que variable globale en quelque sorte. Donc je vais écrire n t égale 0, 0 pour les deux. Donc là voilà, n et t deviennent des variables globales que je vais pouvoir utiliser dans ma fonction timer. Donc là, bon ça s'améliore, on arrive presque au but. Le problème c'est que ma fonction timer, il ne faut pas simplement qu'elle
qu'elle fasse défiler le temps et puis qu'elle incrémente ma variable n et t, il faut aussi qu'elle me renvoie une valeur parce que là elle renvoie rien du tout. Donc ce qui est important, c'est qu'il va falloir faire un return de t. Voilà, t minuscule. Voilà. Donc là ma fonction elle est logiquement terminée et j'aurai donc la valeur de t qui me sera retournée par ma fonction timer à chaque fois qu'elle sera appelée. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tester la fonction. Alors avant de tester la fonction, je viens de me rendre compte quand même que je devrais me garder la variable t de disponible. Donc on va changer ici, on va mettre time à la place, on va faire un return time. Donc voilà, on pourra la tester. Maintenant on va aller dans main.lua. Ce qu'on va faire, c'est déjà se débarrasser de l'intégration de object puisqu'on n'a pas terminé, donc ça va planter. Et ici à la place de t, je vais mettre time, voilà, pour ma variable globale. Bien, donc là je pense que j'ai tout. Donc ensuite dans love update, on ne va pas oublier de passer en paramètre delta time, à savoir que delta time on ne peut le passer que dans la fonction love update. Dans love draw ça ne fonctionne pas. Et ici donc je vais pouvoir créer une autre variable que je peux réutiliser partout, que je vais appeler t parce que c'est simple à écrire, et je lui renvoie la valeur de timer, sans oublier de passer en paramètre bien sûr delta time. Donc là je pense qu'on est bon. Et dans la fonction draw on va imprimer, on va dessiner la valeur de t. Donc on va faire un love.graphics. Alors qu'est-ce que j'ai écrit moi? Graphics. Je vais y arriver. .print. Et là je vais lui passer la valeur de t. Et on va l'écrire à 10 pixels sur x, 10 pixels sur y. Ok, j'enregistre. On va faire un petit test. Ok, donc je vais grossir le truc, voilà. Donc là vous voyez en haut à gauche, j'ai mon timer, j'ai bien mes secondes qui défilent. Parfait, impeccable, c'est justement ce que je voulais, c'était une fonction qui me renvoie le temps, comme ceci. Bien. Maintenant on va apporter une petite modification à notre fonction. On va rajouter un paramètre que je vais appeler spd pour speed. Ok. Et ici, on va multiplier ma variable n par speed. Donc tout simplement. Donc vous allez voir pourquoi. Tout simplement pour pouvoir accélérer le mouvement, parce que là mon timer c'est juste des secondes, mais en général pour une animation en pixel art plutôt réussie, on utilise une imagette toutes les 10 millisecondes, donc pas 10 millisecondes, 100 millisecondes pardon, donc ça fait un dixième de seconde. Donc là il faudra donc multiplier la vitesse de n pour pouvoir avoir un temps ici time plus court. Donc c'est ce qu'on va tester. Donc donc la return time c'est bon. Et ici je vais passer donc à un deuxième paramètre, je vais mettre par exemple 8 pour la vitesse. Ok, donc je vais enregistrer et je vais tester, on va voir ce que ça donne. Ok, vous voyez, donc ça fonctionne. Voilà, je vais grossir. Vous voyez maintenant que j'ai c'est un peu plus rapide que des secondes. Donc là, je pense que c'est pas mal pour une animation. Je vais mettre 10, donc un dixième de seconde pour chaque animation. Je vais enregistrer. Tac, voilà. Donc là, voilà, c'est quand même plus rapide. Ok, bien. Allez, on enlève ça, parfait. Donc ma fonction fonctionne, tant mieux. Et maintenant, on va continuer sur notre objet, puisque là on n'a pas terminé, hein, il nous reste encore un gros paquet à voir sur l'objet. Alors juste avant de passer à la suite, on va nettoyer un petit peu mon fichier main, on va enlever ma variable t, on va l'enlever, puis on va la mettre dans le fichier update, ici, voilà. Et puis love graphic print, quand on affiche la valeur de t, ça on va l'enlever, puis on va les mettre dans le fichier draw. Voilà, ici. Alors, petite chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que love update, elle passe
on lui donne le paramètre delta time et ici dans UPD il n'y est pas. Donc là si je fais une sauvegarde que je lance, ça marche pas parce qu'il me dit il y a un problème avec delta time. Effectivement, delta time ici, il faut le passer à la fonction UPD. Donc on va écrire delta time. Et ici à UPD, il faut le transmettre aussi à la fonction update start. Voilà. Delta time. Voilà. Et normalement, maintenant, donc on a nettoyé notre fichier main, je sauvegarde et ça fonctionne. Voilà. Donc j'ai bien mon timer qui est là et qui tourne. Bien. Alors on va passer à la suite. Alors pour la suite, eh bien, on va retourner à notre objet player dans l'onglet ici dans le fichier objet et on va continuer à développer la fonction update. C'est dans cette fonction UPD qu'on va gérer les déplacements du joueur, c'est-à-dire les inputs au niveau du clavier. Donc on va utiliser différentes conditions. Donc si on va utiliser là maintenant une fonction qui va détecter l'appui d'une touche, on va utiliser love.keyboard, donc là c'est keyboard is down, et ensuite on va définir la clé. Donc la clé c'est ce sera la touche à droite, on va commencer par ça, donc right. Donc qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la touche, la flèche à droite? Et bien il va se passer ceci. On va simplement modifier la valeur de la variable dx, qui peut prendre deux valeurs, 1 ou plus 1. Quand le joueur se déplace à droite, dx sera positif, donc ce sera dx égale 1. Et ensuite, on va indiquer au système quel est l'état du joueur. Donc on va écrire self.state égale, et là c'est l'état numéro 2. On avait dit que c'était dans le sens des aiguilles d'une montre. 1 c'était quand le joueur va vers le haut, 2 c'est vers la droite, 3 c'est l'état vers le bas, et 4 l'état vers la gauche. Donc là il se déplace à droite, c'est l'état numéro 2. Voilà. Et ensuite on ferme tout simplement notre fonction. Voilà, donc là on a créé déjà une première condition lorsqu'on appuie sur la touche de droite au niveau du clavier. Donc cette petite chose là que je viens d'écrire, il faut que je vais faire simplement un copier-coller. Et on va le reproduire le nombre de fois qu'il faut, donc 4 fois puisqu'on a 4 directions. Voilà, donc là j'ai premier right, ensuite je vais faire par exemple left. Ok, left, donc la valeur de dx ce sera -1. Self state, ce sera, on avait dit, c'est la valeur 4, qui se déplace à gauche. Ensuite, après left, il nous reste à définir up, par exemple. Up, donc dx, c'est plus dx maintenant, c'est dy, je suis sur l'axe des y, donc c'est négatif quand il va vers le haut. Hein. Donc ce sera dy égale -1. Et save state, ce sera 1. On avait défini comme ça. Et enfin, il nous reste l'état lorsque le joueur se déplace vers le bas. Down. Donc là, on a dy et c'est positif vers le bas. Et self state, c'est 3. Donc je vérifie, j'ai 2, 4, 1, 3, c'est parfait. 1, -1, -1, 1, on est bon. Voilà, donc là j'ai défini mon contrôle au clavier pour mon joueur. Maintenant, en fonction de ces états, on va devoir afficher différentes choses et on va passer à la fonction draw. Alors je vous cache pas que ici dans ma fonction UPD, il y a encore des trucs à écrire. Hein. Donc là, on va écrire, il y a encore des trucs à faire ici. Ok, on verra ça un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, on peut déjà passer à notre petite fonction draw. Pourquoi? Parce que on va commencer à afficher notre joueur à l'écran. Hein. Ça serait plus sympa de le voir se déplacer. Pour ça, vous avez vu qu'on a déclaré un état ici, un état du joueur. On va reprendre la valeur de cet état dans la fonction draw en écrivant une condition ici, if, donc self.state ici est égal à, alors est égal à quoi? On va commencer par exemple l'état 0 par exemple, hein, puisque c'est l'état quand le joueur ne bouge pas, donc égal à 0.
Alors, on va faire quelque chose et on va faire quoi? Eh bien, on va dessiner notre animation. Animation qu'on avait ici, idle, c'est celle-là d'animation. Il va falloir dessiner cette animation à l'écran. Alors, pour ça, on utilise, vous pouvez aller voir ici dans la documentation, on va utiliser la fonction loveGraphicDraw qui prend en paramètre la texture, le quad, et puis tout un tas de trucs là, il y en a beaucoup des paramètres, on ne va pas tout utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire tout simplement ce qu'on a vu. Alors déjà, je pourrais faire un... Pourquoi pas ne pas faire un copier-coller déjà de ça, ce sera plus simple, voilà. Voilà, Love Graphic Draw. Alors, qu'est-ce qu'on va dessiner? Eh bien, on va dessiner notre... on va avoir besoin de notre texture. Notre texture, elle est ici. C'est Love Graphic New Image, c'était Idle Strip 4. Donc cette texture, elle est dans une table et elle est à l'index, à la clé idle. Donc on va écrire ici, donc self.sprPlayer et c'est l'index ici idle. Voilà. Donc ça c'est mon premier paramètre, c'est la texture que l'on veut. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est le quad, c'est-à-dire on va utiliser ceci, self-anim-idle. Grâce à ma fonction newAnimation, on a fractionné notre texture en plusieurs petites sous-imagettes, c'est ce qu'on appelle le quad. Et donc ça c'est le deuxième paramètre. Donc on va écrire self.anim, je crois qu'il me suggère ici idle, et entre crochets, on va donner quelle animation on veut, enfin quelle imagette on veut, parce que mon sprite sheet, il y avait 4 sous-imagettes, donc on les a découpées, on a découpé le sprite sheet en 4 petits morceaux. Donc là, je dois inscrire quel morceau je veux. Pour l'instant, je vais mettre juste le morceau numéro 1, par exemple, c'est-à-dire le premier morceau de la table. Puis on verra après ce que ça donne. Ensuite, il faut dire à quel endroit on va le dessiner. On va le dessiner à self x et self y, c'est-à-dire la position du joueur en quelque sorte, peu importe où il se trouve, ça l'affichera exactement là où il se trouve. Donc voilà, là on a fini la première ligne. Le problème c'est que il y en a d'autres, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un copier-coller et puis on va devoir définir l'animation pour tous les états. Donc on en met un ici, ça fait en tout il y en a 5, alors 3, 4 et 5. Donc ce que je vais faire c'est state, donc 1, 2 c'est vers la droite, 3 c'est vers le bas et 4 c'est vers la gauche. Donc 1 c'est vers la droite, toc, toc, toc. Ah non, 1 c'est, je suis bête, 1 c'est pas vers la droite, c'est 1 c'est up. Ça commence ensuite 2 c'est vers la droite, donc right. Puis 3 c'est en bas, down, et puis 4 ça c'est left. Ok, donc là on va utiliser l'animation idle, c'est bon pour l'état 0. L'état 1 on a dit que c'était pour up, donc normalement j'ai up, ok c'est bon. Là ce sera right, c'est bon, il me le suggère. Là ce sera down, ok, et là ce sera left. Ok, donc là j'ai tout et à chaque fois je récupère la première sous-image. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer déjà pour pas perdre. Voilà. Donc ce qui serait bien maintenant c'est qu'on essaie de voir si ça fonctionne. Alors avant de lancer le jeu, j'ai vu qu'il y avait des petites erreurs un peu à droite à gauche. Donc on va corriger tout ça. Donc déjà dans le fichier main.lua, on va réinclure le fichier objet. Ensuite dans fonction, alors il y a notre timer ici et notre fonction new animation, il y a une petite erreur ici, c'est new quad et pas new quads. Donc voilà.
Dans load, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Là, je crois que c'est bon. Love graphic print. Ouais, là, c'est bon. Et dans notre objet, par contre, comme on a déplacé le timer, on a créé une fonction timer avec les variables n et t. Alors, c'est plus t, c'est time maintenant. Donc, dans objet, on a ici n qui sert plus à rien. Donc, on va l'enlever. Et t non plus, qui sert plus à rien. Et je vois quoi? Je vois aussi qu'il y a des propriétés de l'objet qui n'ont pas été déclarées. Alors c'est pas très grave parce que par exemple AnimIdle on le déclare dans la fonction load de mon objet. Mais les bonnes pratiques c'est que on déclare toutes les propriétés ici au début de l'objet. Donc SPR player je l'ai déclaré. DX, je ne l'ai pas déclaré, donc on va le déclarer. Donc DX, DY, et on va lui donner comme valeur 0, 0. Voilà. Ensuite, state, on l'a déclaré. DX, DY, c'est bon. Il nous manque AnimIdle, donc AnimIdle, CTRL C, et on va faire ceci, AnimIdle, donc on va pas lui donner de valeur, hein, automatiquement il lui sera attribué la valeur nil. Donc voilà, on va, pour faire les choses dans les règles, même si c'est pas nécessaire là, mais au moins ça permet de voir quelles sont les propriétés de l'objet d'un seul coup d'œil. On sait qu'on a utilisé déjà tout ça. Alors il manque down, CTRL C. Voilà, on fait les choses bien. CTRL V. Et ensuite, il me manque anim up. Voilà, CTRL C. Anim up. Voilà, virgule. Donc là, je pense que j'ai tout. XY, SPR player, DXDY, state, AnimIdle dans les différents cas d'animation. Donc ok, donc là, je crois que c'est bon. Alors du coup, on va faire un test. Hop, on déplace le dossier et bim, j'ai encore une erreur. Alors là, il me dit c'est global image. Alors là, il y a un problème avec l'image, donc ça va être dans la fonction new animation. Donc oui, j'avais new quad, j'ai new quad et pas il n'y a pas de s. Et là, par contre, ici, on passe la méthode getDimension à l'objet image. Et là, vous voyez, j'ai mis un i majuscule. Donc, on va corriger ça. On va mettre un i minuscule. J'enregistre et on regarde ce que ça donne. Ah, ça marche. Donc là, je vais grossir un petit peu. Donc, vous voyez, mon joueur est affiché au milieu de l'écran. Et quand j'appuie sur la touche de droite, pardon, ben, il se tourne vers la droite. Il va vers le haut ou vers le bas. Ok. Bon, par contre, il n'avance pas. Donc, il va falloir qu'on le fasse, qu'on fasse quelques petites modifications pour qu'il puisse se déplacer maintenant. Alors, pour pouvoir déplacer notre joueur, ben, il va falloir faire varier les positions X et Y du joueur. Donc, tout se passe ici. Vous voyez que lorsqu'on appuie sur une touche, on change l'état, donc qui nous permet d'afficher les bonnes images, mais aussi on donne une valeur à dx. Alors dx, d'ailleurs, je l'ai passé en variable locale. Comme on l'a déclaré dans les propriétés de l'objet, on va écrire plutôt self.dx égale 0. On va modifier un peu ça. Tac. Et puis self.dy égale 0 également. Voilà. Ça c'est plus. Alors là, pourquoi j'ai deux espaces? Voilà, c'est bon. Et ça, je vais l'enlever. Voilà. Donc là, c'est bon. Puis là, il faudra rajouter aussi self.dx. Self. Vous voyez que on a souvent pas mal de choses à modifier après coup. Plus on avance dans le code, plus on se dit ah tiens, j'avais fait ça, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Donc voilà, c'est bon, toutes les propriétés sont déclarées. Donc voilà. Bien, donc ici j'avais écrit il y a encore des trucs à faire. Ben, on va faire varier, la position du joueur. Donc on va écrire self x, on va commencer par x, égale self x
plus quelque chose. Alors on va juste d'abord mettre 1, c'est 1 pixel à chaque frame, et on va écrire la même chose pour Y, donc self Y, ok. On enregistre et on va regarder si ça fonctionne. Alors là par contre, oui, j'ai oublié un truc, c'est plus, il faut dx bien entendu, multiplié par dx, c'est-à-dire le signe de la direction, c'est-à-dire moins 1 vers la gauche, plus 1 vers la droite. Donc, et là, c'est DY. Ok. J'enregistre et on regarde si ça fonctionne. Ok, donc déjà, j'ai une erreur sur DX. Ah ben oui, c'est normal. Ça, j'oublie toujours. Self.dx, self.dx. J'enregistre, on relance. Ok, ça fonctionne. Ok, alors maintenant, on va regarder. Vous voyez que mon joueur se déplace en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Ok, ça marche. Alors peut-être plus en avant, dans une autre vidéo, je vous avais dit que c'était plus prudent d'utiliser delta t pour les déplacements. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc voilà comment on va utiliser delta time. Eh bien, on va remplacer ici le 1 par delta time, ici aussi delta time. Le problème c'est que delta time fois self-dx, ben, c'est une valeur qui est toute petite, minuscule, donc on va devoir, pour avoir une vitesse, un déplacement correct, multiplier par un facteur, et ce facteur on va l'appeler speed par exemple, donc self.spd pour speed, et puis je fais la même chose de l'autre côté, self.spd. Ça c'est une propriété de l'objet speed, donc je vais le déclarer là-haut parce que j'ai oublié de le faire. Donc spd égale, on va mettre 80, ce qui sera pas mal pour le déplacement. Voilà, donc là on a utilisé delta time, donc du coup quel que soit le framerate du jeu, on aura un objet qui se déplacera toujours à la même vitesse. Alors je vais sauvegarder, on va regarder si ça fonctionne. Et là il y a une petite erreur, donc il y a une erreur avec delta time. Donc du coup tout à l'heure ça fonctionnait, mais plus maintenant, parce que justement on utilise delta time, donc ça doit être peut-être dans le fichier update. Donc là delta time il est bien passé, mais là dans oui, voilà, dans UPD, il n'est pas passé. Donc on va rajouter delta time. J'enregistre. Et là, hop. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Donc notre joueur, ben, il se déplace. Mais le problème, c'est qu'il peut aussi sortir de l'écran, vous voyez. Donc il peut aller très 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 loin. Aussi loin que la mémoire de votre ordinateur peut stocker. Tant que la mémoire peut stocker la valeur de X, il peut se déplacer. Donc là, on va maintenant essayer de le borner. Vous allez voir, c'est simple. Il y a plusieurs méthodes. Alors c'est parti pour le borner, donc on va essayer de faire quelque chose pour empêcher le joueur d'aller trop loin. On va le faire sur l'axe des X, donc la première chose qui vient à l'idée, c'est d'utiliser une condition if, donc if par exemple, donc self.x, et on va dire que si cette valeur de x est par exemple inférieure ou égale plutôt supérieure ou égale à 0, ou bien si donc alors pas ou, plutôt et si self-x est lui inférieur ou égal à 320, hein, c'est pour l'instant on va juste mettre la largeur de la fenêtre, alors qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va autoriser le déplacement. Donc je vais prendre ça, CTRL X, voilà. Donc si mon joueur est positionné entre 0 et 320, alors il peut se déplacer. Sinon, il peut plus se déplacer. Donc on va voir ce que ça donne. Je sauvegarde. Voilà, donc j'ai mon joueur. Voilà, là il peut plus bouger. Il peut plus. Alors je peux me déplacer en haut, en bas. Je peux pas aller à gauche. Par contre, je suis bloqué à droite. Alors pourquoi je suis bloqué à droite? Alors on va regarder. Alors normalement, c'est normal de ne pas pouvoir continuer à aller à gauche. Par contre, logiquement, mon joueur, il devrait être égal sa position devrait être égale à 0. Et donc, je devrais pouvoir repartir à droite. Sauf que là, ça passe pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher sa position. Donc, on va faire un love.graphics.print. On va mettre self.x. On va mettre à 10, non, 50 plutôt.
et 10 en Y. Je vais sauvegarder, on regarde. Ok, donc là j'ai la position qui s'est affichée. On va le mettre en plus gros. Voilà. Et là, voilà. Donc vous voyez, en fait, je suis bloqué parce que la position de mon joueur, elle n'est pas égale à 0, elle est égale à moins 1,4. Donc ce qui est normal, c'est parce que mon joueur, la vitesse d'un joueur, en fait, c'est un déplacement saltatoire, c'est-à-dire que mon joueur, il se déplace de X pixels à chaque fois, à chaque frame. Et le problème, c'est que quand il arrive ici, à 0, il peut encore se déplacer et faire un dernier petit saut qui correspond à delta time self dx fois self speed. Et du coup, il se retrouve bloqué parce qu'il a fait le saut de trop. Il aurait fallu anticiper le fait d'arriver à la limite pour qu'il ne dépasse pas. Ça, c'est un truc qu'on peut programmer. On peut programmer un système qui permet aux joueurs de ne jamais dépasser en recalculant à chaque fois la distance qui reste à parcourir et en s'assurant que on ne dépasse pas la limite. Donc, ce qu'on va faire ici, pour pouvoir repartir, on va faire une petite modif en rajoutant une condition, if donc self.x est strictement inférieur à 0, alors on va faire ceci, on va mettre self.x égale 0. C'est-à-dire que si sa position est légèrement inférieure à 0, comme ce qu'on avait, on va le recaler à 0. Et logiquement, on devrait pouvoir repartir. Donc, je sauvegarde. Hop, on va grossir. Tac. Voilà, vous voyez, sa position elle est égale à 0. Il ne peut pas aller plus loin. Mais là, je peux repartir. Voilà, parce qu'à chaque fois, il dépasse la limite, on le recale. Il dépasse la limite, on le recale. Voilà, tout simplement. Donc ça, cette méthode, vous pouvez l'utiliser pour gérer les collisions sur en haut, en bas et à droite et à gauche. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser une autre méthode, une méthode qui utilise une fonction de love2d en utilisant mathmin et mathmax. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais le faire pour y et après, on mettra en place l'autre méthode. Donc pour faire la même chose sur y, je vais pas m'embêter, je vais reprendre tout ça. Je vais le copier. À la place de self-x, on va mettre self-y. Donc il sera supérieur à 0. OK. Et inférieur, alors y bien sûr, y, et y sera inférieur à notre fenêtre. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de la map, on s'occupe que de la fenêtre. Donc c'est 208. Donc à ce moment-là, je vais récupérer ma ligne de code ici, CTRL X. Je vais aller la rajouter ici. Et ensuite, on va faire un peu la même chose pour pas qu'il reste coincé. Y. Et là, Y. Je sauvegarde. Je lance. Donc, on teste ici. C'est bon. Je reviens. Je vais tester en haut. C'est bon. Je suis pas coincé. Je vais tester en bas. Et là, et là, et là, et là, et là, je dépasse. Et là, je suis bloqué. Alors, c'est normal que je sois bloqué et qu'on ne me voit plus parce que rappelez-vous que l'origine d'un sprite, elle est en haut à gauche. Et donc là, il n'est pas loin, il est juste en dessous, là, il est juste là, coincé, mais on ne le voit plus. Donc là, il manque un petit quelque chose. Donc, il faut rajouter une deuxième condition. Et il va falloir que je fasse la même chose probablement sur X. Et supérieur, strictement supérieur à 208. Et self y égale 208 moins la taille du sprite, la hauteur du sprite, moins 16. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des variables globales pour ces dimensions, pour pas avoir à, quand on veut les changer, pour pas avoir à retaper partout. Donc là, c'est bon. CTRL S, on teste,
on grossit, on y va. Et là, il y a un petit problème. Tuc, 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 tuc. Ouais, voilà, il sort et il revient. Alors, ce petit problème, ben, c'est normal. C'est lié tout simplement à la position, l'origine du sprite. Donc, pour pouvoir corriger ça, il faut dire ici que ce soit supérieur ou égal à 208 moins 16 également. CTRL S, je refais. Et là, on va regarder. Voilà, là c'est bon. On est bon. Et je peux repartir. Ok. Par contre, je crois que je ne l'ai pas fait de l'autre côté. Ouais, là je suis à 320 et des poussières et je suis bloqué. Donc il faut aussi qu'on le fasse ici. Donc on va remettre selfix. Toc. Donc si selfix est strictement supérieur à 320, pareil, moins 16 parce que toujours à cause de l'ordonnée du point d'origine du sprite. Et je vais écrire ici x sera égal à 208, non pas 208, pardon, 320 moins 16. Ok, CTRL S. Donc voilà, pour l'instant, pour borner la map, alors on va écrire bornage de la map, la petite map, hein, parce que là j'utilise, on va même pas ça, j'aime dire borner aux limites de l'écran, borner aux limites de l'écran. Voilà, ce code là. Donc là, je sauvegarde, on teste. Alors là, then expected near 320. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, then 320 moins 16. Ah oui, effectivement. Oh là là. Donc là, c'est selfix est inférieur. Pas ici, c'est là. Selfix est inférieur. Et non, est supérieur à 320 moins 16. Voilà. Tac, tac, tac. On sauvegarde. Ok, on y va. On grossit. Tac, voilà, c'est bon. Là, je suis à 304. Donc, ça fait 320 moins 16, pile poil. Et là, je peux repartir. Voilà. Donc là, mon joueur, il est borné. Voilà, il va plus partir en dehors de mon écran. Donc ça, c'est juste une première étape parce qu'après, forcément, comme la map est 4 fois plus grande que l'écran, il va falloir que notre joueur puisse se déplacer quand même dans toute la map. Donc voilà, on a réussi à le borner et on va voir maintenant comment utiliser un code qui sera beaucoup plus court pour le même résultat. Alors j'ai mis en commentaire donc le code qu'on vient de faire et maintenant on va voir l'autre méthode qui utilise une fonction qu'on appelle mathmax et mathmin. Alors par exemple, mathmax, elle prend en paramètre deux valeurs et elle vous renvoie la plus grande. Donc là par exemple, si B est plus grand que A, mathmax va nous renvoyer la valeur la plus grande, c'est-à-dire B. Et mathmin, c'est exactement le même principe. Alors la position du joueur, elle nous est donnée par cette ligne là, donc ça change pas. Donc on va faire un copier-coller, voilà. Donc self-x égale self-x plus dt fois self-dx multiplié par self-speed, on l'a déjà vu. C'est cette valeur-là qu'on va devoir borner. Il va falloir faire en sorte que la valeur renvoyée par ceci soit pas inférieure à 0 ou ne soit pas supérieure à la largeur de la map. Ok, donc c'est ça qu'on va borner avec mathmax et mathmin. On va en premier lieu borner la valeur sur la gauche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la valeur renvoyée soit inférieure à 0, parce que si mon joueur va par exemple à moins 40 pixels, il faut bloquer la valeur renvoyée à 0. Donc pour ça on va utiliser mathmax. Premier paramètre, ce sera le bornage à gauche, c'est 0. Voilà. Donc si je m'arrêtais là, qu'est-ce qui se passe? Mon joueur effectivement ne pourrait pas aller en dessous de 0. Selfix n'aurait jamais une valeur inférieure à 0. Par contre, la valeur pourrait très bien dépasser la largeur de la map. Donc la fonction, cette ligne de code avec uniquement la fonction mathmax, là, ça ne suffit pas pour pouvoir borner correctement la position de notre joueur. Alors, pour pouvoir borner notre joueur à droite,
on va imbriquer dans mathmax une fonction mathmin. Et la valeur que nous renverra mathmin, ça fera office de deuxième paramètre de mathmax. Donc pour ça, je vais écrire ici math.min, entre parenthèses, on va écrire nos deux valeurs. Donc la première valeur, eh ben, ce sera la valeur max à renvoyer en cas de dépassement. La valeur max à renvoyer, ce sera 320. Pour l'instant, on mettra la largeur de la fenêtre. Plus tard, on mettra la largeur de la map. Voilà. Et ensuite, en deuxième paramètre, la position du joueur. Donc, tant que le joueur ne dépasse pas 320, en mathmin, ce sera la valeur, la position du joueur qui sera renvoyée. Si le joueur dépassait 320, ce serait donc la valeur inférieure, la valeur minimum, c'est 320 qui sera renvoyée à la fonction mathmax. Okay. Et comme mathmax lui renvoie la valeur la plus grande, il renverrait également 320. Donc voilà comment on écrit notre petite ligne de code pour pouvoir borner la position en X du joueur. Ben, il suffit de faire la même chose sur CTRL V sur Y. On va borner la position en Y du joueur. Là, il faut simplement écrire Y. Là, ça sera DY et cell speed, c'est la même chose. Et par contre, mathmin, il faudra renvoyer la valeur maximale à ne pas dépasser, c'est 208 sur Y. Donc voilà, là on a écrit nos deux lignes de code qui vont empêcher notre joueur de sortir de l'écran. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à tester. Donc on y va, on a enregistré et on teste. On va grossir un petit peu. Alors on va tester ici sur la gauche. Ok, ça marche. On va tester en haut. Ça marche. On va tester ici. Alors ça marche aussi, mais vous voyez qu'il y a écrit 320, donc on n'a pas dépassé les 320, mais on voit plus le joueur. Et en bas, ça va être le même problème. Voilà, on est borné, mais on voit plus le joueur. C'est ça qui est problématique. Voilà, donc ça c'est rien du tout. Vous allez voir, il suffit simplement, comme vous savez que l'origine du sprite c'est en haut à gauche, il y a toujours un décalage de 16 pixels, puisque notre sprite fait 16 pixels. Donc on va ici corriger cette distance. Donc ce sera 320 moins 16. C'est cette valeur-là qui sera bornée. Et là, c'est la même chose, puisque notre sprite fait 16 sur 16. Voilà, donc CTRL S, on va tester. Voilà, donc là, on y va. Voilà, c'est bien borné. Je vais le réduire. Voilà. Et en bas, c'est bien borné aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça fonctionne. On va peut-être faire une petite optimisation. On va modifier un petit quelque chose. Donc, vous voyez, c'est toujours compliqué quand on introduit des valeurs brutes comme ça, 320, moins 16, etc. dans du code, parce que si jamais vous devez modifier ces valeurs, bah, il faut aller les chercher partout. Et c'est compliqué, si vous avez des dizaines, des centaines d'objets, c'est pas très pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ça par, on va utiliser une variable globale qu'on va inscrire ici dans la fonction main, et on va appeler la première variable mapx égale 320, et on va écrire mapy égale 208. Voilà. Donc maintenant, je vais retourner dans mon objet player, et à la place de 320, je vais mettre mapx, voilà, et ici je vais mettre bien sûr mapy. Bien. Donc on pourrait faire la même chose pour la largeur du sprite, puisque c'est quelque chose qu'on va devoir réécrire souvent. Dans la méthode précédente, là, on l'a écrit plusieurs fois aussi. Donc on va peut-être ici, dans notre objet, rajouter SPR pour sprite size. Et là, on va lui donner la valeur de notre la largeur et la hauteur de notre sprite. Donc notre sprite il est carré, hein. Donc la hauteur et la largeur sont égales. Donc sinon il faudrait faire un sprite size X et sprite size Y. Donc là je mets uniquement size pour les deux, c'est la même valeur. Et ici on va écrire
self.sprSize et là aussi self.sprSize. Voilà, donc on va enregistrer, on va vérifier que tout se passe bien. Voilà, tout se passe bien, notre joueur il se déplace, ok, très bien. Donc ça fonctionne, mais c'est pas terminé, il va falloir rajouter pas mal de trucs encore. Maintenant on va, vous avez vu que notre joueur quand il se déplace, il bouge pas, hein, il n'y a pas d'animation. Donc il va falloir qu'on s'attaque ici à la fonction draw pour pouvoir animer notre sprite lorsqu'il se déplace. Alors donc maintenant on va s'intéresser donc à ceci, à cette portion de code là, self anim idle up right down et left. Vous voyez qu'entre crochets j'ai mis la valeur 1, ce qui signifie que je vais afficher le premier élément de la table d'animation. Cette table d'animation, elle est composée de 4 images qui correspondent aux différentes étapes d'animation de notre sprite. Donc là, je n'affiche que la première. Pour pouvoir afficher toutes les images au cours du temps, il va falloir utiliser un système qui va nous permettre de faire défiler, de lire la table à intervalles de temps réguliers. Donc pour ça, on va utiliser notre fonction timer. C'est pour ça qu'on l'a faite tout à l'heure. Donc notre fonction timer, elle prenait en paramètre delta time. Donc on est obligé de déclarer notre timer dans la fonction update, puisque la fonction draw ne prend pas le paramètre delta time. Donc ici, je vais créer mon timer. Donc mon timer, ce sera self.t égale, on a notre fonction timer qui est ici, donc on va la réécrire, donc timer, et qui prend en paramètre, donc on l'avait ici, delta time, et la vitesse. Donc delta time, dt, et la vitesse, c'était, je crois, on va mettre, oui, c'était 10. Donc 10 images par seconde. Okay, donc là, c'est une propriété de l'objet. Donc on va la déclarer ici. Donc t, on va l'initialiser à 0 par exemple. Voilà, donc là, j'ai initialisé cette propriété. On revient ici dans ma fonction, elle est là, voilà. Donc là j'ai créé un timer, donc la variable t, au cours du temps elle sera incrémentée et on va l'utiliser pour faire défiler nos petites imagettes. Pour ça on retourne ici dans la fonction draw, dans self anim idle, et à la place de 1, il suffit d'écrire tout simplement self.t, donc ça c'est notre timer, modulo 4, voilà, puisque j'ai 4 sous-images. Le problème, c'est quand je fais self-t modulo 4, au cours du temps, je vais avoir les valeurs qui vont défiler, les valeurs suivantes. Ça va être 0, 1, 2 et 3. Or, les tables en Lua ne commencent pas à partir de 0, elles commencent à partir de 1. Et moi, je voudrais en fait 1, 2, 3 et 4. Donc simplement, à cette valeur-là, je vais ajouter plus 1. Voilà, comme ça, je suis sûr qu'au cours du temps, entre crochets ici, j'aurai successivement les valeurs 1, 2, 3 et 4. Et donc ça va m'afficher successivement les images de mon joueur. Donc ça, je vais le copier-coller et je vais le rajouter dans chacune des lignes de code en fonction de l'état du joueur. Voilà. C'est toujours la même chose. Je vais enregistrer et normalement, j'espère qu'on n'a pas fait d'erreur, qu'on n'a pas oublié de passer un delta time quelque part. On y va. Ah ok, très bien. Ça semble fonctionner. Vous voyez mon joueur, là, il se bat, il tremblote, mais je trouve que ça va un petit peu vite. Donc là, c'est mon paramètre. Je pense qu'on va mettre 8, ce sera mieux. Je vais enregistrer. Voilà, là c'est mieux. Alors, maintenant, on va voir. Ah ben voilà, vous voyez, il court à droite, il court à gauche, voilà. Il court en bas, il court en haut. Voilà, donc c'est
c'est pas mal, mais je trouve que c'est encore un petit peu rapide. Peut-être, allez voir, là, il court vite, hein. 5, faut voir. Alors, on va faire right, voilà. C'est toujours un petit peu rapide. Oui, je crois qu'il y a un petit problème là, ma fonction elle défile. Il y a un petit bug quelque part. Là, il faut résoudre ce petit problème. Alors bon, j'ai trouvé ce qui n'allait pas. Ce qui ne va pas, c'est que j'utilisais des variables globales. Donc le problème des variables globales, c'est que elles peuvent être modifiées n'importe où dans le code. Un objet peut modifier le code qui sera utilisé par un autre objet. Donc du coup, là, ça ne pouvait pas fonctionner. On ne pouvait pas différencier les valeurs retournées par la fonction timer d'un objet à l'autre. Donc tous les objets étaient synchrones en quelque sorte, ils fonctionnaient à la même vitesse. Donc là j'avais mes deux variables globales, n et time. J'en ai supprimé une, j'en ai gardé une et je vais vous montrer pourquoi. Donc on va dans fonction. Alors on est dans fonction, mais juste avant, je vais juste enlever cette virgule là que j'ai oublié. Voilà, on retourne dans fonction. Ok, donc on avait notre fonction timer qui utilisait mes deux variables globales n et time. Donc cette fonction timer, on l'a dissociée en deux fonctions. Une fonction que j'ai appelée time, qui elle va utiliser la variable globale n, qui servira uniquement donc à incrémenter cette variable n. Et ensuite, j'ai créé une fonction que j'ai appelée framerate, qui elle prend en paramètre speed, qui est un facteur qui permettra de diminuer ou d'augmenter la vitesse d'animation. Et cette fonction framerate, elle est spécifique de l'objet. Elle va simplement prendre la variable n, la multiplier par le facteur d'incrémentation, modulo 30, et puis c'est un peu comme tout à l'heure, ça marche de la même façon, et ensuite ça nous retourne le framerate. Donc maintenant j'ai une fonction qui est, on va dire, globale, et une fonction qui sera, on va dire, locale, entre guillemets, et qui sera spécifique de l'objet. Donc ensuite dans l'objet, j'ai créé une variable pareil fr, qui est une variable qui appartient à l'objet player. Et ici dans update, j'écris self.fr égale framerate, je passais le paramètre speed égal à 8. Et une fois cette fonction déclarée, il suffit d'aller dans la fonction draw de l'objet player, et à la place de self-t, on remplace par self-fr. Et donc maintenant, ça fonctionne. Donc on va... Ah oui, alors pour vous montrer que ça fonctionne, ici dans draw, j'ai rajouté donc un print de la variable globale n, et puis ensuite j'ai ici utilisé pour le débugage une variable x qui prend la fonction, qui rend la valeur retournée par la fonction framerate avec un paramètre fixé à 8. Et donc on va voir comment ça fonctionne. Alors on va faire ceci. Voilà, donc on va grossir. Donc vous voyez ici que mon joueur, il est animé. Vous voyez que n, n est en seconde, et vous voyez que la variable x, elle va beaucoup plus vite. Alors pour vous montrer que ça marche, on va prendre y égale, on va prendre un framerate. Donc je vais réutiliser la fonction framerate, mais je vais passer un paramètre, on va mettre le double, on va mettre 16. Et ici, je vais faire un love graphic print de y. Ça c'est pour le débugage, hein, et on va l'écrire à 50 sur y. Je sauvegarde, on relance. Ok, et donc là, vous voyez bien que j'ai ma variable n qui avance en secondes. Vous voyez qu'ici j'ai x qui avance vite, et vous voyez qu'ici j'ai y qui avance 2 fois plus vite que x. Donc c'est bien, on a réussi à dissocier nos fonctions, et ça fonctionne parfaitement bien, ce qui fait que maintenant chacun de mes objets que je devrais animer à l'écran pourra avoir son propre rythme d'animation. Donc voilà. Bien, donc on va enlever ces lignes qui servaient au débugage, on n'en a plus besoin, et puis on va retourner dans notre objet
Et dans notre objet, on va regarder ensemble un petit truc. Donc je vais sauvegarder, on lance le jeu. Et vous voyez, quand mon joueur va sur le côté, c'est pareil en haut, à droite et en bas, je laisse appuyer sur la touche et il continue à courir contre le mur. Donc ça, c'est pas très réaliste. Donc on va essayer de supprimer ce truc-là. Il faudrait que même si on laisse la touche appuyée, qu'il reprenne la position idle. Donc ici, à la suite de self x, self y, qui sont les positions recalculées en temps réel de notre joueur, on va écrire deux conditions. Donc si self.x est égal, alors on va mettre entre parenthèses, est égal à 0 ou self.x est égal à donc 320 moins la largeur du joueur, donc ça fait, on avait dit c'est mapx, donc mapx moins self.spr size. Voilà, donc ça fait 320 moins 16, ça nous donne 304. Et si self.dy est nul, c'est-à-dire que je n'appuie pas sur la touche haut ou bas. Parce que si je ne mets pas cette petite condition, quand je vais appuyer sur les touches haut ou bas, mon sprite, comme il sera à 0 à 304, il va rester en position idle, il ne va pas changer d'état. Donc c'est pour ça qu'on rajoute ça. Then, alors à ce moment-là, on va fixer self.state égale 0. Et ça c'est idle. And voilà. On va faire pareil sur Y. Donc CTRL C, je vais le copier-coller. Sauf que là c'est du Y. Y, là c'est map Y. Et ici ce sera donc dx. Et self-state c'est toujours la même chose. On enregistre. On teste le truc. Donc voilà, là je suis bien en idle, j'ai toujours le dos enfoncé, et quand je vais vers le haut, il reprend sa course, il ne reste pas en idle. On va tester en haut. Voilà, c'est bien. En bas. En haut, j'ai vu un petit truc. Voilà. Voilà, c'est parfait. Ça fonctionne. Alors maintenant, on a encore un petit truc à voir, c'est la vitesse diagonale. Pour ça, je vais vous montrer un truc. Voilà ce qui se passe quand mon joueur se déplace à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais regardez, quand il se déplace en diagonale, il va beaucoup plus vite. Alors pourquoi il va beaucoup plus vite? C'est tout simple. On va aller là. Voilà. Donc là, je vous ai représenté les variables dx et dy qui sont égales. D'ailleurs, je vous ai mis ici dx égale dy égale a. C'est ces variables-là qui conditionnent le sens de déplacement de mon joueur. Je les ai fixées à 1 pour que ce soit plus simple. Vous voyez que lorsque j'appuie à la fois sur dx et à la fois sur y, c'est-à-dire si j'appuie sur la touche bas et la touche à droite en même temps, la résultante, c'est la somme des vecteurs dx et dy. Et ce vecteur orange là, on peut le calculer, c'est très simple, c'est a racine carrée de 2. Donc vous voyez que dx est égal à dy est égal à a. Or, le vecteur diagonal, lui, il est égal à a racine carrée de 2, c'est-à-dire qu'il est plus élevé, la valeur est plus grande. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour pouvoir normaliser la vitesse en diagonale, il faut diviser dx par racine de 2 et dy par racine de 2. Ainsi, je vais réduire mon vecteur diagonal. C'est très simple. Racine de 2, ça fait 0,707 à peu près. Et je vous montre comment on va faire. Donc on va se mettre avant le calcul de position de mon joueur. Et ici, on va écrire tout simplement une condition. Si, alors on utilisera la négation, if not, donc si self.dx égale 0
Donc quand je mets note avant, ça veut dire si self dx n'est pas égal à 0. Et self dy pareil égale 0. Donc tout ça, ça veut dire que si dx et dy ne sont pas égales à 0, alors then, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va multiplier dx par 0,707. Ce qui veut dire qu'on va réduire la taille de dx. Dx est normalement égal à 1 ou moins 1, et bien là ce sera égal à 0,707 ou moins 0,707. Donc dx égale dx multiplié par 0,707. Voilà, comme ceci. On va faire la même chose pour dy. dy égale dy multiplié par 0,707. Voilà. Donc grâce à cette condition-là, vous avez normalisé la vitesse en diagonale. Le joueur ira à la même vitesse en diagonale que lorsqu'il se déplace à l'horizontale ou verticale. Je vais sauvegarder. Alors ce sera peut-être discret, hein, mais en tout cas, vous êtes sûr que ce soit normalisé. Donc, voilà, j'ai une petite erreur, donc on va corriger. On va corriger vite fait, donc forcément là j'ai écrit n'importe quoi. J'ai voulu aller trop vite, donc là il faut une parenthèse. Ici, c'est note l'un et note l'autre. Ok. Et là, bien sûr, j'oublie tout le temps. Quand on écrit trop vite, c'est ce self, c'est un peu chiant à écrire tout le temps. Voilà, quand on va vite, on l'oublie. Voilà. Bon, voilà, ça c'est bon. J'ai sauvegardé. On va pouvoir enfin voir ça. Alors, droite, gauche, et là, diagonale. Vous voyez qu'il se déplace maintenant beaucoup plus lentement que tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure il carburait. Voilà. Donc on a fini avec ça. Donc on en a fini avec cette partie, cette vidéo. Elle était longue, mais bon, il faut savoir que vous apprendrez pas à faire des jeux vidéo avec des vidéos de 5 minutes, hein, ça marche pas. Donc voilà, là je vous ai montré un petit peu tout le cheminement, les erreurs qu'on peut commettre, le débugage. On lance le truc, ça marche pas, il faut trouver pourquoi ça marche pas, c'est chiant. Donc c'est vrai que le code, c'est 90% du temps on cherche à savoir pourquoi ça plante. Donc voilà, la vidéo était un peu longue, mais j'espère qu'elle vous aura appris pas mal de choses. Donc la suite des événements, c'est pour la vidéo suivante. On va faire en sorte de déplacer la map, c'est-à-dire lorsque le joueur va se déplacer, la map va se déplacer. Donc on va parler de caméra et on va voir un petit peu la théorie sur les caméras.